du jour avec Stéphane Auger, aujourd'hui, qui est mon invité. Bonjour à tous. Voilà. On vous laisse arriver là tranquillement. Vous arrivez tranquillement. Pendant que vous arrivez, on va remettre le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui avec Stéphane, qui est comment être un acteur du développement durable en milieu industriel. Mais en fait, vous verrez que certes, l'angle d'aujourd'hui, c'est le milieu industriel, mais qu'il y a des éléments phares qu'on peut appliquer finalement à tout type de secteur d'activité, tout type d'activité. Voilà. Alors, l'intention qu'on a aujourd'hui avec Stéphane, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut instaurer finalement des changements durables et soutenables avec ces usines. Et finalement, en quoi ça peut être utile? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme bénéfice concret derrière ça? Ce qui va nous amener finalement à traiter la question de la RSE au travers d'une expérience concrète. Voilà, c'est ça le propos qu'on a avec vous aujourd'hui. Et du coup, on est intéressés, Stéphane et moi, au travers de l'enjeu qui est derrière, mais c'est en quoi ce thème de conférence il fait écho pour vous? En quoi ça résonne avec votre priorité numéro 1 actuelle? Et à partir de là, ça c'est notre première question. Et notre seconde question, ça va être du coup, avec quelle question majeure vous arrivez aujourd'hui? Alors, on veut bien que vous nous mettiez ça dans le chat parce qu'on va avoir à cœur d'y répondre tout au long de cet échange avec vous. Et du coup, on veut bien que vous mettiez dans le chat Q1, en quoi ça fait écho, et Q2, quelle est ma question clé aujourd'hui pour qu'on puisse apporter de la valeur au travers de ce moment que vous vous donnez. C'est vraiment un instant pour vous et on va essayer de répondre plus de questions possibles aujourd'hui. Voilà. Parce qu'au fond, derrière cette conférence, il y a… Et finalement, est-ce que mon entreprise, elle est prête pour le présent et l'avenir, compte tenu de tous les enjeux actuels? Et est-ce que du coup, dans ce 3e millénaire, moi, je suis un leader quelque part? Comment je me positionne au travers de ça? Voilà. Donc, dites-nous, question 1, en quoi ça fait écho? Et question 2, ma question clé du jour, pour qu'on puisse y répondre avec Stéphane. Voilà, pendant que vous nous mettez ça tranquillement dans le chat, eh bien, on va se présenter. Voilà, en vous disant que, vous allez voir, on a des choses très en commun avec Stéphane. Moi, je suis quelqu'un vraiment très pionnier, je l'ai toujours été et j'aime ça pour tout vous dire. Et puis Stéphane se présente vraiment comme un acteur du développement durable. Voilà. Donc, on a à cœur de partager tout ça avec vous. Stéphane, je vous propose de vous présenter. Oui, très bien. Merci, Dan. Donc, je m'appelle Stéphane Auger et aujourd'hui, je suis en charge de la qualité et de la RSE sur la chaîne de valeur de Lacoste. Pour venir un peu sur mon parcours, je suis ingénieur en génie civil initialement et au cours d'une année universitaire en Argentine, je me suis un petit peu ouvert à d'autres sujets qui m'ont préoccupé, notamment les enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, suite à ça, j'ai décidé de faire un master en sociologie et puis ensuite un doctorat en écologie industrielle. Donc, l'écologie industrielle, ça, en résumé, c'est la mise en relation de différents acteurs industriels qui ne font pas partie du même secteur et de trouver des options pour leurs déchets et les réutiliser en tant que matière première pour une autre entreprise. Donc, c'est un concept de symbiose industrielle en analogie avec les symbioses dans les milieux naturels. Donc, suite à cette thèse, je suis rentré chez Lacoste il y a maintenant 4 ans, d'abord en charge du recyclage des déchets textiles principalement, et puis j'ai ensuite évolué vers le métier que j'occupe aujourd'hui. Et donc, mon objectif au quotidien, c'est d'assurer que notre chaîne de valeur délivre les produits avec la plus haute qualité possible, tout en respectant les contraintes environnementales et sociales afin que nos produits soient les plus éco-responsables possibles. Voilà en quelques mots pour mon introduction. Merci Stéphane. Donc, vous voyez, c'est le bon interlocuteur pour parler du sujet du jour. Et votre serviteur aujourd'hui
Donc, moi, je suis à la fois une visionnaire et une grande pragmatique. J'aime bien qu'on voit concrètement dans la matière qu'est-ce qui se passe entre les idées qu'on peut avoir à un moment donné et ce qui se passe dans la réalité concrète. Et du coup, je m'appuie sur 3 piliers, la vision, l'action, bien évidemment, et du coup, la qualité de la relation pour mettre tout ça en mouvement et s'assurer vraiment qu'on a de l'efficacité en ligne. Et j'ai 3 alliés, le vivant, parce que quelque part, le vivant est très inspirant par rapport à tous nos modes opératoires qui sont remis en question aujourd'hui, le sens du défi pour les relever et ne pas avoir peur de retrousser les manches pour y faire face, et puis le discernement, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses dans le panorama, et comment on fait du tri, comment on s'oriente, comment on avance avec tout ça. Et je dois vous dire que mon expérience entrepreneuriale longue maintenant m'a beaucoup aidée au travers de tous ces dispositifs, tous ces modèles d'affaires différents, et de pouvoir le faire aussi en accompagnant des dirigeants un petit peu partout dans le monde, ce qui m'a amené à rouler ma bosse un petit peu avec des gens sur les 5 continents. Et du coup, apprendre autant à leur contact que ce que j'ai pu leur transmettre de mon côté. Voilà. Et toute cette expérience m'a amenée à être mentor de dirigeants, mais aussi fondatrice à la fois d'un mouvement d'entrepreneurs leaders du 3e millénaire et d'une fondation qui est vraiment dédiée à ce millénium et ses enjeux clés. Voilà, un peu pour nous présenter. Donc, il y a des choses fort intéressantes déjà dans le chat. Je vois, on vous laisse continuer sur première question. Comment ça fait écho? Et la deuxième question, qui était plutôt sur ma question clé aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on connaît cette conférence finalement? Parce qu'on a à cœur tous les deux de partager des expériences, faire émerger des best practices, voir comment est-ce qu'on peut mutualiser des ressources, voir comment est-ce que du coup on peut ensemble aller plus haut, plus vite, plus loin, optimiser le temps, les ressources et finalement assurer de la fluidité, de la continuité dans nos organisations. Un peu pour situer ça. Voilà, alors on rentre maintenant dans cette expérience précisément chez Lacoste avec Stéphane. Et du coup, la première question un peu générale, on va dire là-dessus, c'est comment l'entreprise Lacoste se positionne-t-elle sur ces questions de durabilité et soutenabilité? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Stéphane, là-dessus? Donc je dirais que Lacoste s'inscrit dans la durabilité par sa nature. C'est une marque qui fête ses 90 ans cette année, donc c'est une belle preuve de réussite, je pense. Et puis tout le monde connaît ces produits qui durent. On a l'image du polo du grand-père qui a été passé au papa et ensuite au petit-fils ou à la petite-fille. Donc c'est la durabilité, c'est en tout cas la longévité, c'est vraiment dans l'essence même de Lacoste. En termes de RSE ou de développement durable, Lacoste s'est positionné avec une stratégie qui s'appelle l'élégance durable ou la durable elegance et qui consiste en 3 piliers. Un premier pilier qu'on appelle People et qui est centré autour de nos employés et du bien-être de nos employés avec différents piliers, sous-piliers, je dirais, la diversité, l'équité, l'inclusion et aussi l'égalité entre les hommes et les femmes, et notamment à des hauts niveaux managériaux ou en tout cas de hiérarchie. Ça, c'est le pilier People. On a ensuite un deuxième pilier qu'on appelle communauté. Et donc, communauté, ce qu'on entend par là, c'est des cofinancements de projets avec les communautés qui se trouvent autour de notre parc industriel, dans les différentes régions dans lesquelles on peut produire, mais aussi les communautés qui sont autour de notre marque. Par exemple, les apprentis d'Auteuil, c'est une grande association en région parisienne avec lesquelles on finance des événements sportifs, puisque Lacoste, c'est une marque qui s'inscrit dans le sport, notamment le tennis. Et donc, comment faire évoluer et donner une vision à des jeunes à travers le sport. Ça, c'est la deuxième partie, communauté. Et enfin, et ça sera certainement le cœur de la discussion aujourd'hui, c'est la partie planète, donc développement durable, mais d'un point de vue environnemental. Et donc là-dessus, on a différents éléments. On a quelque chose qui est centré vraiment autour du produit, donc ce que je disais tout à l'heure, comment rendre nos produits encore plus durables qu'ils ne le sont en termes de longévité. Et là, on s'oppose entièrement avec le phénomène de fast fashion ou d'ultra fast fashion que l'on peut observer et qui prend de l'ampleur aujourd'hui dans toutes les régions du monde. On a un second sous-pilier autour des matières premières, comment on peut utiliser et sourcer des matières de plus en plus éco-responsables à la base. Et enfin, un troisième pilier autour de la chaîne de valeur,
et donc les différentes parties prenantes, les différentes usines avec lesquelles on peut travailler à travers le monde, et comment on peut réduire leur empreinte environnementale sur les différents aspects qu'on pourra voir par la suite. Merci Stéphane de nous avoir partagé avec clarté ces 3 grands piliers. Et puis maintenant, on va descendre dans quelque chose de plus concret, hein. On va illustrer un peu plus avant ces sujets et on va regarder comment s'y prendre concrètement pour mettre en œuvre toutes ces politiques durables, soutenables. Dans le monde dans lequel on est, il y a des choses intéressantes hein, dans le chat sur lesquelles on va revenir. Alors, les slides sont en anglais. Si vous vous sentez gêné à un moment ou à un autre, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, ça reste assez simple, mais toutefois, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un complément pour que ce soit clair et précis pour vous. Allez. Oui, j'essaierai dans tous les cas de traduire. Mais en effet, c'est assez simple. Donc, le mot-clé et le cœur de cette présentation est axé sur récupérer le contrôle de sa chaîne de valeur. Si on va sur la slide suivante, ce qu'on peut voir, c'est que, notamment dans le textile, mais c'est propre à n'importe quel type d'industrie, la mondialisation a entraîné une complexité de nos chaînes de valeur qui est difficilement imaginable, et on est obligé vraiment de prendre de la distance pour essayer de réfléchir et de se rendre compte du type de schéma qu'on peut voir à l'écran. C'est un exemple qui peut être valable dans l'industrie du textile, où des matières premières telles que le coton sont collectées, récupérées aux États-Unis. Ils vont ensuite être envoyés au Vietnam pour être filés, donc pour faire du fil. Ce fil va ensuite être envoyé dans une usine au Sri Lanka pour faire du tricot. On va ensuite découper ce tricot, faire des produits. Ces produits vont être embellis en Turquie, par exemple, sur lesquels on va faire de la broderie, on va faire des traitements pour finir, travailler l'aspect, travailler le toucher. Et enfin, ces produits-là vont aller sur les marchés européens, par exemple, avec un entrepôt qu'on pourrait avoir qui centralise toute la région Europe en Allemagne et qui va ensuite redistribuer vers les différents pays, Espagne, France, Royaume-Uni. Et enfin, nous les consommateurs. Donc, on peut voir concrètement à quoi ressemble aujourd'hui une chaîne de valeur dans le monde du textile. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que cette chaîne de valeur, elle est propre à un vêtement. Donc, c'est les XX styles, c'est une référence, mais on multiplie ça par le nombre de saisons. Il y a plusieurs saisons, donc nous, on est assez traditionnel, on est encore sur du printemps-été et du automne-hiver, mais avec la fast fashion, on a beaucoup plus de saisons par année. Et il faut multiplier ça par le nombre de marques à travers le monde. Donc, ça fait vraiment un écosystème et une complexité des chaînes de valeur dans le monde du textile. Avec cette base-là, il est impossible de travailler sur son empreinte environnementale correctement. Donc, ce qui est clé, et absolument clé, dans ce regain de contrôle, c'est la notion de traçabilité. La traçabilité, c'est une notion qui peut être un peu complexe a priori, mais finalement pas du tout. Elle correspond, donc je vous ai mis 2 définitions ici, à la capacité de savoir d'où les produits et les composants de ce produit viennent. Ça, c'est vraiment la version la plus simple. Et j'ai mis une deuxième définition qui va un peu plus loin et qui apporte la notion de vérification et de capacité à démontrer et à prouver l'ensemble de ces origines, de ces éléments. Et donc, aujourd'hui, Lacoste s'est engagée dans cette démarche de traçabilité parce qu'elle est pour nous la pièce maîtresse pour pouvoir ensuite commencer à creuser et avancer sur notre démarche environnementale. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose qui est essentiel hein, là-dedans, c'est la bonne compréhension en fait de tous les mécanismes en présence, hein, effectivement. Hein. Mm-hmm. Et du coup, Stéphane, vous vouliez ajouter quelque chose là par rapport à ça, Stéphane? Non, allez-y. Et donc, du coup, la question qu'on peut se poser, oui, d'accord, traçabilité, mais au fond, mais quoi faire, quoi? C'est quoi le bénéfice à rentrer? On parle de complexité, du coup, de traçabilité. On voit qu'il y a beaucoup de paramètres en jeu. À quoi ça sert finalement d'avoir cette compréhension globale? Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'évidemment, il y a la partie environnementale,
Mais en fait, ça nous apporte aussi beaucoup d'autres valeurs. La première, elle est d'aspect économique. Ça nous permet de recommencer à revenir sur des partenariats long terme avec des acteurs et non plus simplement se baser sur la composante prix et coût. Vraiment, on va s'engager sur une vision, on va s'engager sur des volumes d'achat, on va s'engager sur des prix. Et de là à pouvoir vraiment engager une transition et une maîtrise de ce que l'on souhaite faire derrière. Et ce que l'on souhaite faire derrière, c'est une stratégie environnementale. C'est aussi s'assurer que sur le plan social, l'ensemble des activités qui sont dans notre chaîne de valeur respectent l'éthique de la marque et notre marque. Et ça nous permet aussi d'identifier des risques potentiels liés au travail forcé. Par exemple, vous aurez certainement entendu parler de risques de travail forcé dans la région du Xinjiang en Chine. Et donc, il y a eu une prise de conscience des politiques, des ONG, mais aussi des marques sur ces sujets-là. Et donc, grâce à la traçabilité, on connaît l'ensemble des marques, l'ensemble des usines qui travaillent pour nous, et on peut engager des audits sociaux, on peut engager une certaine forme de contrôle. Le quatrième point, il est d'ordre légal et réglementaire. Par exemple, aux États-Unis, ils ont banni l'importation de produits textiles utilisant du coton originaire de Chine, justement pour faire face à ces risques de travaux forcés. Et donc, pour une marque comme Lacoste, on doit nécessairement connaître l'ensemble des acteurs de notre chaîne jusqu'au coton, jusqu'à l'origine du coton, pour être en mesure d'importer des produits sur ce continent, dans ce pays-là. Et en fait, cette démarche, elle est en train d'être appliquée au Royaume-Uni et en Union européenne. Donc, il y a aussi un aspect réglementaire. Et enfin, le cinquième point, c'est de pouvoir fournir une information de qualité, une information honnête à nos clients pour pouvoir engager cette conversation et les impliquer dans cette démarche et de pouvoir leur montrer que nous sommes en maîtrise et donc nos communications sur les aspects environnementaux, sociaux sont réelles et maîtrisées. Oui, donc on peut voir qu'il y a beaucoup de bénéfices dans cette histoire, qu'il y a beaucoup de paramètres. Le dernier, là, sur le cinquième, on ne peut absolument pas le négliger par rapport aussi à l'évolution qu'on peut constater chez les clients aujourd'hui qui sont de plus en plus en demande d'informations et qui sont prêts à changer de marque si aujourd'hui vous ne savez pas répondre ou si vous êtes hors jeu par rapport à ces critères. Donc, du coup, oui, il y a un intérêt réel et cette communication va renforcer l'aspect économique et tout ça est parfaitement, on va dire, circulaire quelque part, si on prend de la hauteur sur toute cette dimension-là. On peut peut-être illustrer, Stéphane, sur le premier bénéfice, quelque chose que vous avez mis en œuvre sur la question des partenariats. Oui, absolument. Donc, sur toute notre filière coton, aujourd'hui, ce qu'on essaie de développer et qu'on développe en réalité, ce sont des partenariats vraiment end-to-end. Donc, Lacoste en vient à signer des partenariats avec des fournisseurs de coton et donc s'engage sur un certain volume et sur un certain prix. Et ensuite, on va nominer les différents acteurs qui nous séparent, donc le filateur, le tricoteur et le confectionneur. Et donc, on a vraiment une maîtrise à 100% de cette chaîne de valeur. Et on s'est engagé pour chacun de ces acteurs à faire des audits sociaux, faire des audits environnementaux, récolter des données d'ordre environnemental pour être en mesure de calculer l'analyse de cycle de vie de notre produit à la fin. Donc, il nous faut ces données de base. Et tout ça, ça ne serait pas possible sans un partenariat avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur pour qu'ils soient en mesure et prédisposés à nous partager ces informations-là. D'une certaine manière, ça a un coût, ça prend du temps. Et sans cette vision et sans ce partenariat, encore une fois, il ne le ferait pas nécessairement. Donc pour nous, c'est vraiment, on regagne la maîtrise jusqu'au bout de la supply chain. Donc, du coup, finalement, ça change nos rapports aussi avec nos partenaires. On rentre plus dans une dynamique de coopération avec eux, de façon à ce que tout le monde trouve son compte, quelque part là dans l'illustration. Eux, ils ont une garantie de prix, ils ont une garantie de durée qui est très importante aujourd'hui dans ce monde fait d'incertitude. Et exactement.
bah oui, Et la maîtrise de dans, mmh. dans certains cas, ça a pu en effet rebondir sur des transitions sociales. On a un exemple au Pérou où des agriculteurs dans la montagne participaient au trafic de drogue puisqu'ils cultivaient la coca. Et la coca génère de bons bénéfices pour ces fermiers. Mais grâce à ce type de partenariat que l'on arrive à faire, on s'engage à travailler avec eux, à leur donner cette vision, de sorte à ce qu'ils sortent du business de la coca et qu'ils s'engagent à cultiver du coton. Et pour qu'ils s'engagent à cultiver du coton, il faut qu'ils sachent qu'ils vont avoir un revenu derrière et que quelqu'un va leur acheter ce coton-là. Donc ça, c'est en effet une belle histoire que nous sommes en train de construire avec les acteurs directement sur le terrain. Et vous voyez, c'est passionnant parce qu'en fait, en rentrant dans cette dynamique, on rentre dans une pensée écosystémique qui a un impact économique, social, politique aussi, parce que si on prend l'exemple du Pérou, c'est comment on remet de l'économie officielle dans une économie qui est souterraine à la base. Donc, comment on redynamise aussi concrètement une économie à une échelle finalement intéressante, large, qui est bien plus importante que celle à laquelle on aurait pu penser initialement. Donc nous, c'est ce qu'on appelle dans la Fondation comment on crée finalement ces îlots de régénération sur les territoires au travers de ce qu'on sait faire et qu'on peut partager avec ces différents partenaires. Alors, on comprend bien l'intérêt, voilà, on a la visée. Maintenant, c'est quoi les étapes? Alors, pour mettre en place et travailler sur cette traçabilité, il faut passer par plusieurs étapes. Et on va y aller une par une. Donc, si je suis une entreprise aujourd'hui et que je n'ai aucune visibilité sur ma traçabilité, la première chose que je dois faire, c'est connaître les acteurs de ma chaîne de valeur. Donc, il y a les acteurs à qui j'achète directement un produit ou une matière ou un élément. Ceux-là, généralement, je les connais puisque dans tous les cas, j'ai une facture auprès d'eux. Mais après, il faut réussir à comprendre qui sont leurs propres fournisseurs et les fournisseurs de leurs fournisseurs. Et donc ça commence par créer cette base d'informations de suivi de mes fournisseurs. Et donc voilà, il faut réussir à armer ce premier outil. Le deuxième, c'est de connecter ces fournisseurs avec nos produits. C'est donc de savoir quel fournisseur travaille sur ce produit spécifiquement et sur quel élément particulièrement. Donc il faut réussir, généralement, nous par exemple, on a des outils, enfin, des spécifications de nos produits dans lesquelles on va associer la matière, le tricot à tel fournisseur, le bouton à tel fournisseur, etc. etc. Donc c'est le début pour pouvoir identifier cette chaîne de valeur. Et le troisième point, c'est justement aller vraiment à ce niveau de détail, donc connecter chacun des matériaux, chacune des lignes de cette spécification de produit avec les acteurs et de retrouver les purchase orders, donc les facturations avec ces acteurs-là qui prouvent la transaction. Et le quatrième point qui émerge aujourd'hui, c'est par exemple sur l'utilisation de matières éco-responsables, où là, on va nous demander à un niveau encore plus avancé des certificats de transaction. Donc, entre chacun des échelons, il existe des documents qui certifient que, par exemple, 1000 tonnes de coton bio ont été transférées de cette ferme vers ce filateur. Et ensuite, ce filateur a envoyé 1000 tonnes de fils de coton bio vers ce tricoteur. Et donc ça, ce sont aujourd'hui des documentations qui sont pour nous nécessaires afin de pouvoir prouver nos engagements RSE. Et c'est vraiment la dernière brique pour construire son mouvement, son outil global de traçabilité. Superbe, là on voit bien, hein, c'est très clair en termes de 4 étapes. Alors maintenant, comment on met tout ça en œuvre? Donc là, je vais parler de 3 cas spécifiques, de 3 outils qui correspondent aux outils qu'on a pu mentionner de manière générique au-dessus, mais ça va vous donner en effet plus d'éléments concrets pour visualiser. Voilà, on va rentrer dans plus de détails. Allez. Donc, la première chose que l'on fait maintenant depuis un bon moment, c'est ce mapping de notre chaîne de valeur. Et pour ça, on utilise le standard ICS.
ICS, c'est un standard français qui regroupe environ 70 membres. Vous avez quelques logos ici avec Carrefour, Aigle et d'autres. Et l'objectif de ce standard, c'est d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble des travailleurs sur toute la chaîne de valeur. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 5000 audits par an, donc 5000 usines, dans 73 pays, et ça touche 1 200 000 travailleurs. Donc c'est vraiment un réseau assez large, et Lacoste fait partie de ça. Et à travers ce standard, nous, ça nous permet d'avoir la vision complète sur notre chaîne de valeur, puisque on va demander à ce qu'on appelle les tiers 1, donc c'est les acteurs de rang 1, avec qui nous avons une relation commerciale directement, de déclarer dans la plateforme ICS, donc c'est un outil, qui sont l'ensemble de leurs propres fournisseurs, et de demander à leurs fournisseurs de faire exactement la même chose. Donc ça a un effet boule de neige qui nous permet de construire cette arborescence de l'ensemble de nos acteurs et de connaître l'identité de ces acteurs-là, qui n'est pas toujours évident parce que, encore une fois, vous n'avez pas forcément de relation commerciale directement avec eux. Et ce que l'on demande à ces acteurs-là, c'est en plus de renseigner les informations sur les entités, mais c'est de réaliser les audits afin qu'on s'assure qu'ils remplissent nos cahiers des charges en termes de santé, de sécurité, de conditions de travail, etc. Donc ça, c'est un double impact. Donc, c'est important ce que dit Stéphane, c'est qu'on a besoin de data au démarrage dans une politique RSE. On ne peut pas juste partir d'une belle intention, c'est important d'en avoir une, mais il faut partir de data. Donc, il y a quand même une démarche, moi, que je qualifie de scientifique quelque part. Vous voyez, on sort de l'a priori, du à peu près, voilà. On part sur des bases réelles, tangibles à un moment donné, sur lesquelles on va pouvoir construire, un peu comme si on posait les fondations de notre maison. Elles ont besoin d'être solides pour ensuite construire l'édifice, mettre les murs, le toit, et que tout ça, ça tienne la route à l'arrivée. Exactement. Et donc, de manière vraiment tangible, grâce à cette solution, aujourd'hui, vous pouvez consulter sur notre site internet l'ensemble des présences mondiales de Lacoste, mais dans sa chaîne de valeur. Donc, c'est-à-dire du fermier au filateur, tricoteur, confectionneur, les entrepôts. Donc là, on est vraiment très transparent sur cette présence mondiale. Et au-delà de la communication sur notre site internet, on va le voir par la suite, ça nous aide à construire cette stratégie environnementale. Et sûrement aussi à sélectionner les bons acteurs qui vont se sentir en phase avec ce niveau de transparence ou pas. Exactement. Important aussi aujourd'hui, parce qu'il faut être sélectif si on veut y arriver au point final. Absolument, absolument. On a notre cahier des charges et tous les acteurs ne sont pas en mesure de répondre favorablement à ce cahier des charges en termes de transparence, de conditions sociales, environnementales, etc. Le deuxième élément qui fait partie de cette stratégie pour construire la vision de notre parc fournisseur, c'est un outil qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle Glimpact. Glimpact a été conçu initialement pour calculer l'empreinte environnementale des produits. C'est donc le PEF, Product Environmental Footprint. C'est une nouvelle réglementation européenne qui devrait voir le jour en 2025 et qui permettra aux consommateurs d'identifier et de comparer des produits en fonction de leur empreinte environnementale. Un peu comme ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur les frigidaires ou sur les fours, enfin sur tout ce qui est électronique. On a A, B, C, D, E. Eh bien, la vision, c'est de pouvoir rendre ça possible sur le textile. Mais pour faire ça, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de ce module traçabilité. Et donc, c'est-à-dire qu'on demande pour chacune de nos références aux acteurs qu'on a pu cartographier auparavant de remplir dans quelle usine exactement ça a été fait, et puis tout un tas de spécificités sur le poids des matières, sur les typologies de teinture qui sont utilisées, sur les procédés industriels qui sont utilisés. Et grâce à ça, donc grâce à ces informations-là, très détaillées, on pourra ensuite calculer l'empreinte environnementale. Mais encore une fois, nous, ça nous permet aussi, en termes de traçabilité, de savoir exactement qui sont les acteurs qui ont contribué à ce produit-là.
Et donc, si on manufacture 30 000 produits identiques, on pourra calculer l'empreinte environnementale associée à ces 30 000 produits. Et donc, de la même manière, on est sur un format effet boule de neige. On demande, nous, à nos partenaires de rang 1 de remplir les informations et ensuite qu'ils demandent à leurs propres fournisseurs de remplir jusqu'à avoir l'ensemble des informations à l'intérieur de ce logiciel. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est l'effet systémique de la démarche. C'est qu'on met tout le monde finalement dans le mouvement. C'est pas seulement Lacoste à un moment donné. Et du coup, ça nous permet aussi de sortir de ce qui doit être que du greenwashing, un affichage à un moment donné. Alors, ça, exactement. Et donc là, c'est la traduction concrète qui va jusqu'à vous, consommateurs. Donc, on a notre propre outil qui nous permet de monitorer combien de nos références sont complètes en termes de traçabilité. Donc, est-ce que l'ensemble des fournisseurs ont bien rempli les informations? Ensuite, de voir le détail, si jamais ça nous intéresse, par référence. Et ensuite, on peut le mettre sur notre page Internet. Et donc, vous, en tant que consommateur, vous pouvez aller voir, par exemple, ce polo qui a été assemblé en Turquie et la teinture et le tricotage ont été réalisés au Portugal. Donc, ça revient au pilier 5 dont on parlait tout à l'heure, c'est la communication jusqu'au consommateur. On est capable de traduire ça concrètement à nos clients et d'être entièrement transparent. Donc, ils savent exactement ce qu'ils achètent. Et aujourd'hui, en effet, ils sont de plus en plus demandeurs. Absolument. Et le troisième point qu'on souhaitait adresser aujourd'hui, c'est vraiment le dernier niveau. Donc aujourd'hui, on utilise un outil qui s'appelle Oritain. Oritain, c'est un outil qui nous permet d'identifier l'origine et de certifier l'origine de notre coton. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur... Oritain a développé une base de données qui cartographie les isotopes et certains éléments chimiques propres à certaines plantes qui grandissent dans telle région ou telle région ou telle région. Les isotopes seront de nature différente pour le coton s'il a grandi au Pérou, aux États-Unis ou en Australie. Donc on rentre vraiment sur quelque chose de très technologique, on pourrait dire. Et ce qu'on a souhaité mettre en place, pourquoi on a souhaité mettre en place ça, c'est pour pouvoir assurer que lorsqu'on dit que notre coton vient du Pérou, lorsqu'on dit que notre coton vient des États-Unis, on est capable de le prouver et de le prouver pour le cadre réglementaire, ce qu'on disait, mais aussi jusqu'au consommateur et aussi pour savoir s'il n'y a pas de risque de contamination au travers de notre chaîne de valeur. C'est aussi une façon d'assurer la pureté de notre coton et en termes de sécurité pour le consommateur. Ça apporte énormément d'éléments. Donc ça, c'est vraiment voilà, la dernière pierre à l'édifice. C'est on va pouvoir tester nos produits et on va pouvoir regarder si bel et bien le coton qu'on avait indiqué, dont l'origine qu'on avait indiquée est réelle. Donc là, on finit de connecter voilà, du début jusqu'à la fin de la chaîne de valeur. Donc au fond, Stéphane, ce qu'on comprend, c'est que le premier pilier dans une démarche RSE, en fait, de développement durable, c'est de faire un bilan complet, finalement, un bilan avec des outils qu'on va choisir aussi en fonction de son secteur d'activité, de son produit, de son service. Et on va s'appuyer sur des normes qui sont connues de tout le monde et qui font référence dans son secteur d'activité pour faire son état des lieux complet quelque part. Et ensuite seulement, on va pouvoir passer à l'aspect stratégique et c'est ce qu'on va regarder ensemble maintenant. Et pour répondre à la question que je vois apparaître dans le chat, comment vérifier l'authenticité des données des fournisseurs du niveau 2 de ce système? Eh bien, je crois que Oritain est une bonne façon d'y répondre parce que s'il y a eu un défaut volontaire ou non, on pourra vite s'en rendre compte. Si jamais, je ne sais pas, notre tricoteur nous avait dit qu'il utilisait bel et bien le coton qu'on lui avait demandé d'utiliser, mais finalement, il provient d'une autre origine ou d'une autre qualité, grâce à ce système-là, on est capable d'identifier les potentiels problèmes. Ouais.
Et du coup, de l'importance aussi de bien choisir ses critères, en fait, ses référents, hein, et de ne pas s'embarquer tous azimuts en disant bah, ça ira à peu près, quoi. Hein, parce qu'effectivement, sinon, on ne peut pas répondre à cette question à l'arrivée. Absolument, oui, absolument. Et dans les faits, aujourd'hui, on n'observe pas de non-conformité, ou vraiment très peu. Donc, c'est que on a établi ces relations de confiance avec nos partenaires et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est ça le mot-clé, hein, c'est la confiance établie. Donc, c'est vrai que ça prend un peu de temps au départ, il faut le dire, hein, Stéphane, au départ, mais après, Oui. ça roule. En fait, on investit au départ pour ensuite gagner beaucoup en énergie, en fluidité et en efficacité globale. Mais il y a des étapes qu'on ne peut pas sauter, finalement. Non, non, absolument. Et on n'est certainement pas au bout du voyage, hein. On aura certainement d'autres outils à mettre en place pour renforcer cette notion de traçabilité. Ça. Mais donc, en effet, comment rentrer ensuite sur le concret de la mise en place de notre stratégie environnementale. Donc, tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est cette cartographie. On a cartographié notre fournisseur via d'autres outils que je n'ai pas mentionnés juste avant, mais on a des outils de collecte de données environnementales, donc on connaît la performance environnementale de nos usines, et on va mixer cette information avec les données de traçabilité dont on parlait. Et grâce à ça, ça nous permet d'identifier, de calculer l'empreinte environnementale de Lacoste. Alors, il y a eu un petit bug sur le reformatage des slides. Oui, Mais oui. la partie en bleu, c'est lié aux matières premières. Les 19%, c'est lié à la filature. Les 27%, c'est lié à la teinture et les 13% à la confection. Donc ça, alors c'est pas les réelles données de Lacoste, mais c'est un exemple. Mais ça permet d'identifier où se trouve l'empreinte environnementale. Ici, empreinte environnementale, c'est sur la partie réchauffement climatique et gaz à effet de serre. Et donc, ça va nous permettre de savoir, OK, quel type d'action, quelles sont nos priorités et ce qu'on devrait lancer. Donc, par exemple, là, à la lecture de ce graphique, on voit qu'il faut travailler sur des matières plus éco-responsables. Sur la partie teinture, il faut travailler sur la réduction de l'empreinte environnementale, mais aussi sur la réduction de l'eau, de produits chimiques. Donc, grâce à ça, ça nous permet de prioriser les types d'actions par rang et par type d'industrie. Ensuite, en connectant donc, tous les systèmes d'information, donc l'ERP, bon, n'importe quelle entreprise a un ERP, ICS, c'est le système d'audit dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, on a un autre outil qui s'appelle Vendor Management, Glimpact dont on a parlé, etc., etc. On va combiner toutes ces informations, puisqu'on les a dans des systèmes différents, et on va calculer les volumes qui sont produits par l'ensemble des usines de notre chaîne de valeur pour Lacoste. Et en faisant ça, on peut s'attaquer uniquement, ou en priorité en tout cas, sur les fournisseurs qui comptent dans notre chaîne de valeur. Et donc, c'est ce qui est mis tout en bas à droite de la slide. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en travaillant avec 20% de nos fournisseurs, on agit sur 80% de notre empreinte environnementale. Donc ça, c'est vraiment un conseil et quelque chose sur lequel se focaliser, c'est prioriser. Aller utiliser ces données pour savoir où ça compte et ne pas passer du temps sur des choses qui sont a priori intéressantes, mais qui ne le sont pas en réalité. Quelque chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure sur le camembert, mais uniquement 3% de l'empreinte environnementale de nos produits est liée au transport. Alors que généralement, on entend « Ah, mais ces produits viennent de Chine, ils ont fait tout ce trajet en cargo ou en avion pour venir sur nos marchés. » Mais dans les faits, le problème n'est pas là. Donc, on a, grâce à cette analyse-là et grâce à toutes ces données-là, on a pu se recentrer sur des actions qui comptent. Ce que dit Stéphane est capital parce que ça, c'est vraiment un facteur clé de succès. C'est la priorisation. Quitte au fur et à mesure, quand on a mieux avancé sur quelque chose, à en remettre d'autres pour ne pas vouloir embrasser tout à la fois, disperser l'énergie et pas arriver au bout du compte à changer la donne. Hein, c'est vraiment très important. Et ce que dit Stéphane aussi, c'est comment est-ce que du coup, on remonte à la véritable source de nos problématiques et pas celles qui sont stéréotypées vu de l'extérieur. Quand on écoute juste l'information globale, on a des a priori qui finalement peuvent nous faire
partir de travers dans notre propre stratégie. De l'importance de revenir sur des bases scientifiques concrètes et de ne pas se laisser embarquer avec juste l'actualité, ce qu'on raconte dans les médias et tout le bazar. Il faut vraiment revenir vraiment, je ne saurais le répéter, dans cette démarche du scientifique qui observe, analyse, ensuite met des priorités, fait des hypothèses de travail et avance au fur et à mesure. Absolument. Et donc, sur la base de cette double priorisation, quel type d'acteurs et quels acteurs spécifiquement on doit adresser? Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais donc on leur fixe des objectifs spécifiques sur l'ensemble des dimensions liées au développement durable. Donc, sur les matières premières, donc on va aller chercher des matières premières plus éco-responsables. Sur le carbone, sur le CO2, on fixe des objectifs sur la réduction des émissions, sur la sortie du charbon, coal phase out. Sur l'eau, on les engage à réduire leur consommation d'eau. ZDHC, ça veut dire Zero Discharge. Ah, on a perdu Stéphane. C'est déconnecté le pauvre. Alors, on va voir comment on récupère Stéphane. Alors, pendant qu'on récupère Stéphane, voilà, quelqu'un, je vois, écrit dans le chat. Ouais, Stéphane a été déconnecté, il va revenir. Pendant que Stéphane revient sur la plateforme, qu'est-ce que vous appelez le tiers? Voilà, on va revenir sur ce tableau, Stéphane, pour répondre à votre question. Moi, je voudrais insister sur un certain nombre de choses au travers de cette expérience. C'est vraiment retenir l'importance d'une démarche écosystémique. Alors, juste donnez-moi quelques instants. Hop, je vais remettre Stéphane comme ça, vous allez l'entendre. Voilà, vous entendez Stéphane, même si vous ne le voyez plus. Oui, je suis toujours là. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Faites-moi dans le chat, dites-moi si vous entendez bien Stéphane, qu'on a récupéré au niveau du… Super, tout le monde vous entend. Impeccable. Voilà. Très bien. Super. Donc, malheureusement, j'ai été balayé en tant que présentateur, et donc je ne peux plus me reconnecter. Mais pour répondre à la question, j'ai vu une question sur le tiers 4. Et c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle, en français, on appellerait ça rang 1, rang 2, rang 3, rang 4. Oui. Ce sont les différents rangs de notre chaîne de valeur. Donc, le rang 1, c'est la confection, c'est ce qui fait le produit. Le rang 2, c'est celui qui fait de la teinture. Le rang 3, c'est celui qui fait du tricot. Et le rang 4, c'est le filateur. Voilà. Donc, on a là aussi, d'une certaine manière, priorisé nos actions sur les rangs les plus proches de nous, les acteurs les plus proches de nous. C'est pour ça qu'on s'est engagé à une sortie du charbon à 2025. Mais pour les acteurs un peu plus éloignés, qui sont plus difficiles à aller chercher, on s'est engagé à 2030. Donc là encore, c'est une question de priorisation pour essayer d'utiliser nos ressources et notre temps de la meilleure des manières. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que parfois on part, vous savez, alors d'ici 2025, il faut que, et puis on s'embarque avec cet objectif-là, et puis on essaie de mettre toute la boîte en conséquence. Là, c'est un processus inversé. On repart de la réalité et on refixe des objectifs que là, on va pouvoir atteindre. Parce que vous remarquerez que le découragement dans beaucoup d'entreprises, il vient que finalement, on a des objectifs qui sont absolument pas réalistes. Parce qu'on n'a pas pris ce temps de l'analyse préalable et que du coup, on a embarqué toutes nos équipes et que finalement, c'est un train d'enfer, mais qu'on ne peut pas suivre parce qu'on n'a pas les ressources en adéquation à un moment donné et que ça ne correspond pas à l'état de notre structure à un moment donné. Donc, soyons plus réalistes, dégageons un peu, je veux dire, la peur, ce que j'appelle moi la peur environnementale, pour revenir à un réalisme environnemental qui, lui, dans la durée, va pouvoir changer la donne. C'est très intéressant cette explication de Stéphane, où on le voit bien mis en œuvre. Et puis là, je vois, il y a Janani qui est en Inde et qui travaille sur le textile. Je pense que pour Janani, ça va être aussi très, très, très parlant ce que Stéphane explique. Alors, du coup, si ça va, Stéphane, on va passer du coup à reformuler nos recommandations. Qu'est-ce qu'on a envie de dire finalement au vu de cette expérience ?
Eh bien, on a déjà tout dit, mais donc c'était le fil conducteur de la présentation, mais donc il y a 4 grandes recommandations. La première, c'est de mettre en place ces outils de traçabilité pour regagner le contrôle et la connaissance de sa chaîne de valeur, pour faire cette cartographie. Sans cette cartographie, vous ne serez pas en mesure d'avancer plus loin et de travailler sur une stratégie robuste, comme on a pu le partager auparavant. Le deuxième point, c'est d'utiliser des cadres d'analyse environnementaux existants, définis. Il existe des méthodologies aujourd'hui telles que le GHG protocole, LCA, c'est pour analyse de cycle de vie. Donc, il existe des méthodologies, des outils associés. Et donc, je ne ferai rien d'autre que vous recommander de passer par cela parce qu'ils sont reconnus et ils sont, vous pourrez les communiquer aussi auprès de l'extérieur. Le troisième point, c'est la priorisation. La priorisation sur les gros enjeux environnementaux, sur les gros acteurs de votre chaîne de valeur, sur les acteurs qui sont les plus proches et les plus accessibles. Il faut penser en termes de quick win, aller chercher les gains les plus faciles et les plus pertinents. Ça, c'est très important. Et enfin, le quatrième, c'est engager les acteurs autour de sa chaîne de valeur parce que, évidemment, tout ce dont on a parlé, ça prend du temps. Il faut des équipes derrière, il faut des réunions récurrentes, il faut se déplacer en usine, il faut observer, il faut être sûr d'avoir été bien compris parce que malheureusement, il nous est arrivé de se rendre compte après une année que les objectifs qu'on avait fixés n'avaient pas été proprement compris. Donc vraiment, ça nécessite beaucoup d'échanges. Et c'est là où on revient sur le pilier 3, la priorisation. Comme ça prend beaucoup de temps, soyez efficace et allez chercher les bénéfices là où ils ont du sens. Et du coup, autorisez-vous à avancer pas à pas plutôt que de vouloir faire le saut quantique d'emblée. Qui va vous essouffler vos équipes et vous frustrer à l'arrivée, quelque part. Merci Stéphane pour toutes ces belles recommandations. Voilà, dites-nous comment ça résonne pour vous dans le chat. Et puis, on va regarder un peu plus en avant maintenant les questions avec lesquelles vous êtes venus aujourd'hui. Alors, il y a une question, Stéphane. Comment intégrer les enjeux RSE alors même que la réalité économique est alarmante dans le monde industriel ? Qu'est-ce que vous avez envie de partager là-dessus ? Alors, la réalité industrielle est alarmante. Alors, ça dépend de quel point de vue et dans quelle région, je dirais. Oui, le niveau industriel, par exemple, en France, a énormément décru. On a du mal à réindustrialiser la France pour différentes raisons, la compétitivité économique, mais aussi des freins des populations locales qui peuvent craindre des contaminations, des pollutions, des pollutions sonores, olfactives, peu importe. Mais donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrialisation en France est assez défavorable. Et dans d'autres régions, là où on est dépendant, il faut les accompagner. Il faut les accompagner à aller dans la direction dans laquelle on estime être la bonne, donc notamment sur la réduction de l'empreinte carbone, parce que nous, en tant que consommateurs, mais aussi en tant qu'entreprise, c'est notre rôle et notre responsabilité de s'assurer que les choses sont faites en accord avec nos convictions. Ouais. Et je crois que c'est une magnifique question parce que finalement, l'analyse que je peux faire, qui m'y frotte au quotidien, c'est qu'il y a un moment donné où on a besoin de rentrer de plein pied dans cette question de la RSE où l'entreprise est quand même un acteur majeur et qui mieux que l'entreprise aujourd'hui peut changer la donne au niveau global. Donc du coup, ne pas se figer derrière effectivement un certain nombre de défis qui sont là, mais au contraire les embrasser avec toutes ces équipes et dans cette vision plus consciente et plus holistique de l'entreprise en lien avec ses territoires. C'est-à-dire que ça nous invite à repenser de fond en comble la façon dont on opère aujourd'hui. Et ça, c'est quand même très stimulant par ailleurs. Voilà, il y a quelque chose qui vient nous chercher et nous dire ok, super, on a fait du business d'une certaine façon pendant longtemps et c'était super, ça a bien marché.
aujourd'hui, la réalité environnementale, économique, sociale, etc., nous montre que on est un peu en but et qu'on a besoin de créer de nouveaux modes opératoires. Et là, je dirais, si on est au poste de dirigeant, d'entrepreneur, c'est quelque part, on a le sens du défi. Allons-y, mais faisons-le ensemble parce qu'on a besoin d'intelligence collective pour le faire. Je pense que l'illustration au travers de ce que fait Lacoste va dans ce sens. On ne peut pas le faire tout seul aujourd'hui. On a besoin de s'allier, on a besoin de réfléchir et agir ensemble. Voilà, j'aime beaucoup cette question parce que pour moi, c'est une question vraiment, vraiment clé. Et il y a une autre question, Stéphane, qui est comment je stabilise l'entreprise en décrochant des nouveaux clients? Alors ça, c'est la question effectivement de la pérennité de la structure, évidemment. Parce que s'il n'y a plus d'entreprise, de toute façon, il n'y a plus de possibilité de faire de RSE. Mais du coup, qu'est-ce que vous aimeriez répondre sur cette question de la stabilisation de l'entreprise en décrochant des nouveaux clients? Donc, c'est une très bonne question parce qu'en effet, ce qui est clé et au cœur, c'est de répondre aux besoins de vos clients. Donc ça, il faut absolument rester à l'écoute. Et aujourd'hui, par exemple, dans la filière textile, on voit de nombreuses marques françaises qui sont en difficulté. Pourtant, c'est des marques qui produisent exclusivement en France, qui prônent ça, mais finalement, qui n'arrivent pas à trouver nécessairement leurs clients. Bien que ce soit en théorie tendance. Donc il y a aussi, il faut bien comprendre ses clients dans le sens où on peut avoir des enquêtes qui sont menées, savoir est-ce que les gens préféraient tel type de produit ou tel type de produit, mais il y a une grosse différence entre le déclaratif et la réalité des pratiques de nos clients. Donc c'est absolument nécessaire. Et je dirais en fonction, adapter sa stratégie. Si pour le coup, votre stratégie, votre client cible, c'est des acteurs qui sont très sensibles à la partie sociale, qui sont très sensibles à la partie environnementale. Dans ce cas-là, c'est là où il faut aller chercher sa valeur et axer sa stratégie. Exact. C'est une vraie belle question. Là aussi, on vous remercie. Il y a vraiment beaucoup de belles choses, de pépites là dans ce chat. Parce que du coup, ça nous ramène à effectivement qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui de savoir, de comprendre. Mais moi, j'aimerais vous rappeler aujourd'hui qu'aujourd'hui, clairement, il y a déjà beaucoup de gens qui sont en transition. Voilà, aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes qui sont renouvelées, c'est 38% de gens qui sont déjà en train de transitionner, donc qui sont vos clients potentiels ou actuels. Et c'est eux qu'il faut aller chercher plutôt partir tous azimuts et essayer d'aller conquérir des clients qui ne seront pas les vôtres, quoi que vous fassiez, quelque argent que vous dépensiez. Donc, on revient à notre question du 20-80. Concentrez-vous peut-être sur les 20 qui aujourd'hui sont vraiment en phase avec votre proposition pour faire 80% de votre développement et de votre chiffre d'affaires. Vous voyez, il y a quelques basiques quand même qui apportent des réponses finalement à nos questions clés d'aujourd'hui. Mais en tout cas, je vous remercie parce que je trouve que voilà, vous les posez, vous entrez dedans avec courage et honnêteté. Ça, c'est vraiment important. Donc, du coup, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'entrer dans une démarche RSE, c'est vraiment entrer dans une culture du changement. On le voit bien à travers de l'illustration du jour, une culture du changement qui va être à même de développer une vision globale pour son organisation, quelque chose de plus holistique, de plus écosystémique, de jouer avec des paradoxes, parce que oui, il y en a. Il y avait des observations dans quoi ça fait écho. Ben oui, on est dans un monde fait de paradoxes. Comment est-ce qu'on va remettre ensemble des choses qui aujourd'hui sont contradictoires, contraires? Et pour autant, on a besoin comme un puzzle, de les remettre bout à bout pour que ça fasse un tout cohérent. C'est une culture du changement qui va nous permettre de relever concrètement les défis de notre temps, comme Lacoste s'y emploie à l'heure actuelle, et du coup de pratiquer de l'agilité tout en gardant le cap. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Comment on va sortir on a toujours fait comme ça, donc on va continuer, parce qu'aujourd'hui, ça marche plus trop, cette histoire-là. Et tout en gardant une vision pour assurer la continuité de son entreprise. Voilà. Et si tous ces sujets, vraiment, ça vous parle, mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle j'ai créé la Fondation Troisième Millénaire. C'est comment on rentre de plein pied dans ce troisième millénaire, vraiment aussi avec de l'enthousiasme, de la stimulation. Waouh, on a plein de choses à faire nouvelles ensemble. On a besoin de co-créer, on a besoin de se renouveler, on a besoin de se réinventer.
nous-mêmes dans nos postures de dirigeants, mais aussi avec nos équipes, nos clients, nos partenaires, on l'a bien vu aujourd'hui. Voilà, et du coup, dans notre ADN, c'est comment on fait unité pour un monde qui est plus en adéquation avec qui nous sommes aujourd'hui et l'époque à laquelle nous sommes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la raison d'être de la Fondation, c'est comment on la déploie, cette culture du changement, pour répondre à tous ces défis, qu'ils soient écologiques, environnementaux, économiques, sociaux, technologiques, numériques, il faut le rajouter aujourd'hui, pour que voilà, notre humanité se préserve et que on soit tous contents de vivre dans ce monde et qu'on le livre aux générations futures aussi avec enthousiasme. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on a bien vu dans cette expérience avec Stéphane, que je remercie chaleureusement, c'est comment est-ce qu'on fait résonner, comment est-ce qu'on fait interagir l'innovation, le sens, la science, la conscience et l'expérience. Et tous ces mots comptent finalement pour que nos entreprises fonctionnent et perdurent. Voilà. Et si ça vous parle tout ça, eh bien, voilà, on vous invite à faire partie de cette communauté qui est à la fois inspirante, dynamique, innovante, en sachant que la Fondation est elle-même organisée comme un écosystème dans lequel il y a des espaces pour réfléchir, agir, se frotter à la réalité, réunir les gens qui sont déjà dans l'action aujourd'hui, qui font des choses merveilleuses et on a besoin de le faire savoir plus haut, plus fort. Et on a besoin aussi d'apprentissage permanent compte tenu de la rapidité à laquelle les choses bougent aujourd'hui. Stéphane a bien parlé en début de cette conférence de la complexité à laquelle on est confronté. Oui, oui, le monde est complexe et tout s'accélère. Donc, on a besoin plus que jamais d'avoir des espaces pour œuvrer de concert et partager tout ce qu'on a pu tirer de nos expériences multiples. Voilà. Donc, si vous avez envie de passer à l'action dans ce sens-là et de faire partie vraiment des entreprises que moi j'appelle celles du troisième millénaire, qui fonctionnent avec quelque chose qui est renouvelé, c'est le moment. On vous invite à nous rejoindre et en tout cas, je suis à votre disposition pour continuer de travailler ces sujets avec vous, enfin en tout cas déjà peut-être les poser, voir où vous en êtes et qu'est-ce qui serait de l'ordre du possible. Mais en tout cas, si vraiment ça vous parle, que ça fait écho, je vous invite à, voilà, là où je mets la souris, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Voilà, vous aurez accès directement à mon agenda, à choisir le créneau qui vous vient et on se posera ensemble pour voilà, regarder qu'est-ce qui est approprié pour vous et comment s'y prendre. Voilà, donc du coup, je vois il y a des messages. Donc Stéphane qui dit c'était particulièrement concret et clair. Dites-nous là dans les minutes qui nous restent s'il y a encore une question ou l'autre, un besoin de clarification, profitez qu'on est là tous les deux, embarqués dans cette belle aventure de la RSE concrète. Voilà, on vous laisse réagir dans le chat. Stéphane, vous avez envie de dire quelque chose par rapport à tout ça? J'espère simplement que la présentation était assez intéressante et elle a donné un peu de perspective et qu'elle permettra de vous guider dans l'élaboration ou la poursuite de votre stratégie de développement durable pour votre entreprise. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions. Alors évidemment vers Dan, mais aussi vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Voilà, profitez, vraiment, on se rend disponible pour vous, pour ces besoins. Oui, la question de comment les collaborateurs sont associés, qui est une question fondamentale, qui est en filigrane de tout ce qu'on a dit, parce que de toute façon, si les collaborateurs ne sont pas mis dès le début, comment voulez-vous qu'un chantier pareil puisse aller de l'avant? C'est pas possible. C'est pas Stéphane qui peut faire tout seul, n'est-ce pas Stéphane? C'est pas possible cette histoire-là. Donc effectivement, c'est comment est-ce que du coup on va déployer des stratégies et qu'on va les co-construire aussi avec nos coéquipiers. Aujourd'hui, vous savez, ce qui me frappe, c'est que souvent, les collaborateurs sont plus enclins à se lancer dans la transition que parfois leur propre patron. C'est mon observation. Et donc, du coup, je me dis, mais profitez de ça, mettez-les dans la boucle, expliquez, donnez le sens de ce que vous êtes en train de faire, parce que du coup, et on a bien vu au travers de l'expérience de Lacoste au Pérou,
finalement, vous impactez le monde beaucoup plus largement que vous ne le pensez initialement. C'est comme un peu des… Vous savez, quand on jette un petit caillou dans l'eau, ça fait un premier cercle, puis un deuxième, un troisième. Ben, finalement, c'est ça, une stratégie RSE. Parce que si elle est pensée comme Stéphane vous l'a expliqué aujourd'hui, elle est en système vertueux, en fait, quelque part, qui a sa dynamique interne, avec un noyau dur qui est, oui, le boss à sa tête et son équipe, hein, et qui progressivement emmène dans l'aventure les autres, qui retrouvent du sens. Il y a beaucoup de perte de sens dans les structures aujourd'hui. Voilà, donc Abou Kassoum nous dit merci beaucoup et contenu très enrichissant. Avons-nous la possibilité? Oui, donc du coup, si vous avez besoin, il y a un replay, faites-nous savoir pour ceux qui le souhaiteraient. On vous le mettra à disposition parce qu'il y a plein de choses qui ont été évoquées aujourd'hui. Je vais vous mettre un lien dans le chat pour nous faire savoir si vous voulez récupérer récupérez l'enregistrement. Stéphane, vous vouliez dire quelque chose aussi? Oui, sur la question sur les collaborateurs, en effet, il faut les impliquer. Il y a par exemple des initiatives telles que la fresque du climat qui peuvent être intéressantes à faire avec l'ensemble des équipes. On peut faire des workshops parce que généralement, ce sont les collaborateurs qui connaissent les sujets et qui peuvent proposer des solutions. Donc, ça permet de faire remonter des idées. Mais aussi, d'un point de vue hiérarchique, ce que je pourrais recommander, c'est de mettre des objectifs à n'importe lequel de vos collaborateurs qui sont liés à vos objectifs sociaux ou à vos objectifs environnementaux pour que chacun se sente impliqué et soit en réalité impliqué dans cette stratégie d'entreprise. En tout cas, merci beaucoup Stéphane, merci à tous d'avoir été là, merci d'avoir pris ce temps pour vous aussi. On reste à votre disposition, donc voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Stéphane vous a donné la possibilité aussi d'échanger avec lui. On le fera bien volontiers parce que c'est des sujets dans lesquels vraiment on y met de l'énergie, de l'ardeur. On voit bien que ça fait évoluer les choses concrètement. Et donc, du coup, c'est stimulant. Et puis, pour ceux qui ont envie, voilà, le 4 juillet, on a un nouveau lab de ces managers qui, comme Stéphane, mettent tout ça en musique, qui démarre le 4 juillet. Voilà. Nous vous souhaitons une magnifique journée, au plaisir de vous retrouver ici ou là. À très bientôt et très bonne fin de journée aux uns et aux autres. Au revoir. Merci, au revoir.